Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de HKTech. Pour information, je suis Hervé Gaël, je suis le fondateur de la société HKTech, qui est une entreprise technologique qui conçoit, développe, réalise des logiciels sur mesure. Donc si vous avez besoin de logiciels, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Alors en parlant de logiciels, aujourd'hui, on va parler de logiciels, on va pas faire de technique, ce sera pas un tutoriel, ce sera plus une discussion. Vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on réalise un logiciel? En fait, comment ça marche derrière? Comment est-ce qu'on fait une application web? Comment est-ce qu'on fait un site internet? Je ne parle pas de site WordPress. Comment est-ce qu'on développe un logiciel? Comment est-ce que Facebook est développé? Comment est-ce que ça marche en fait? Aujourd'hui, c'est mon expertise depuis à peu près 3 ans, où j'accompagnais pas mal d'entreprises dans le développement logiciel. Euh, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter dans cette vidéo-là les 11 étapes pour développer un logiciel en fait. Donc restez à l'écoute et c'est parti. Alors on commence avec l'étape numéro 1. Comme tout projet, euh, la première étape en fait c'est de pouvoir identifier le besoin, la problématique. Donc l'idée c'est de se dire en fait je vais me mettre dans la peau d'un client qui a besoin d'un logiciel, qui vient nous contacter nous pour un logiciel en fait. Donc l'idée c'est qu'on va se mettre dans dans la peau de l'entreprise qui développe le logiciel. Donc les étapes ça me concerne moi développeur de logiciel, moi entreprise de développement de logiciel. Mais par contre c'est intéressant pour vous grand public de pouvoir savoir comment ça marche en fait. Donc la première étape c'est le besoin. Donc toi client A tu viens me voir, tu me dis j'ai besoin d'un logiciel qui fait ça, ça, ça. Donc moi ce que je vais faire ma première étape c'est de pouvoir analyser ton besoin. Donc je vais essayer de creuser, comprendre ce que tu veux réellement pour savoir ce que tu attends comme fonctionnalité, ce que tu veux mettre dedans et vraiment te creuser un peu, te challenger. L'idée c'est de poser un maximum de questions quoi. Donc si tu me dis tu veux convertir un doc en PDF, je vais te demander est-ce que c'est des docs ou bien c'est docx, pourquoi le PDF, pourquoi ça, c'est quoi le besoin, c'est quoi ta problématique, voilà. Ou bien si tu me dis tu as besoin d'une application qui envoie des notifications à 2 heures du matin, je vais te demander pourquoi 2 heures du matin, pourquoi pas des emails, pourquoi des notifications, pourquoi pas juste un SMS. Donc tout ce genre de problématiques là, moi quand tous ces genre de problématiques, on va essayer vraiment d'avoir un spectre assez large, pouvoir réellement comprendre quel est le besoin du client pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc les compétences requises à cette étape-là, donc la première étape, c'est principalement de la communication. Donc il faut pouvoir être en même de pouvoir poser des questions pertinentes et pour le client et pour moi le développeur en fait. L'idée vraiment c'est que ça puisse être transparent, sachant que client et développeur ou entreprise tech ne parlent pas souvent le même langage. Donc moi, tout ce qu'il me dit, je dois pouvoir traduire ça en contraintes techniques, ce que ça implique et tout, pour pouvoir lui faire derrière un bon chiffrage. Il faut pouvoir analyser les problèmes sous-jacents, voilà, et pouvoir comprendre vraiment le métier client, donc c'est très important. Donc moi j'ai développé des logiciels, on a développé des logiciels dans l'assurance, dans la comptabilité, dans la logiciel tech, etc. Des métiers que je connaissais pas forcément en fait, mais on a réussi à développer ces logiciels-là parce qu'il y a eu un gros travail de pouvoir comprendre le besoin client, les problématiques, etc. Donc ça c'est l'étape 1, je veux dire c'est l'étape fondamentale. Faut pas hésiter à prendre beaucoup de temps. Nous on prend souvent pas mal de temps là-dessus. Par exemple avec mon équipe, on va peut-être faire 2 à 3, parfois 4 réunions juste sur l'analyse du besoin pour ne pas être sûr de se tromper parce que des fois si on n'a pas bien compris le besoin du client, ça peut créer plus tard des frictions sur le long terme. Donc c'est vraiment une étape super importante qui est la compréhension du besoin. Donc maintenant on va passer à l'étape 2. Une fois que le besoin est clair, on sait ce qu'on veut réaliser, on est d'accord avec le client que voilà ce qu'il veut, voilà ce qu'on a compris. On va donc commencer un peu la conception du système. Donc c'est vraiment une conception un peu macro. Donc là le client il intervient plus. Donc ça c'est vraiment en équipe, en interne, donc du développeur. Si c'est un travail en équipe, c'est vraiment un travail en équipe ou bien tout seul, ça dépend de qui développe l'application. Dans laquelle on va commencer un peu à interpréter déjà, à ressortir les entités, à ressortir les contraintes, à avoir une vision un peu macro de ce qu'il demande. Et à ce niveau-là, on va sortir l'architecture. Donc là, l'idée c'est de pouvoir faire une modélisation, soit de l'UML, soit du Meris, pour avoir une vision macro
des attendus du client. Donc par exemple, s'il m'a dit qu'il veut une application qui envoie des push notifications à 2 heures du matin, je veux identifier qui est-ce qui envoie. On envoie ces notifications à qui, c'est quoi le profil, c'est quoi les informations qui sont demandées, les utilisateurs qui vont recevoir des notifications, est-ce qu'ils auront besoin d'installer l'application ou s'inscrire sur un site, ou comment c'est lui qui va les inscrire, comment ça marche, tout ça. Donc ça, on commence à modéliser ça. Et la sortie de tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir un peu un modèle de base de données en fait, qui va nous permettre de voir comment tout va s'enchevêtrer en fait. Voilà. Donc ça c'est aussi une étape importante, donc qui est la conception un peu de macro du système et de la base de données. Donc ça c'est l'étape numéro 2. Donc ensuite, une fois qu'on a l'étape numéro 2, on va on va entrer dans le détail. Donc en général, le numéro 2, si vous êtes une équipe de développeurs, ça peut être fait par une seule personne. Maintenant, cette étape numéro 3, qui est la conception détaillée, c'est en général un travail de groupe pour ceux qui travaillent en équipe. Ou bien ça peut être bypassé selon que vous travaillez en équipe ou pas. Mais si on travaille en équipe comme la mienne, où on est 3-4 à développer, on va se poser et on va essayer d'aller dans les détails maintenant. Donc c'est-à-dire, on va commencer un peu à mettre les premiers bribes d'algorithmie, commencer à tester quelques librairies, quelques fonctions unitaires, et commencer à faire le modèle en fait. Donc on va commencer à coder réellement un peu le modèle et identifier rapidement les points qui peuvent être les zones d'ombre. Imaginons le client me dit je veux en même temps que mon application puisse pouvoir scanner des PDF ou des images pour les convertir en PDF. Voilà, on va comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à faire si jamais on n'a jamais travaillé par exemple sur la manipulation des PDF ou des docs avec une caméra. On va savoir que là il y a une petite zone d'ombre, donc on va faire en même temps, on va commencer un peu à aller creuser, se documenter sur comment est-ce que on scanne un PDF en doc et on extrait les informations, parce que c'est un truc que, je prends un exemple qu'on n'a jamais fait. C'est par exemple, il me dit je veux pouvoir, quand la personne parle, pouvoir convertir son texte en voix. Si on n'a jamais fait, voilà, on va commencer à aller creuser ces éléments là en même temps qu'on fait la modélisation. Donc ça c'est on commence à entrer dans le détail de la conception. Donc ça c'est l'étape numéro 3. Alors numéro 4, on passe donc vraiment au codage. Donc ça c'est la partie la plus, on va dire la plus sexy, la plus excitante quand on est développeur, hein, bien sûr. Parce que les devs, en général, c'est souvent ça c'est le cœur du métier, c'est le plus important parce que on a beau avoir un super cahier des charges, avoir analysé bien les besoins, avoir fait une bonne conception détaillée. Si on n'est pas capable d'exécuter, ça ne sert à rien. Donc l'exécution vraiment c'est la base. Donc l'exécution c'est pouvoir coder quoi. Et pour le codage donc il y a en général dans les applications, quand vous allez voir une application Facebook par exemple, une application mobile, il y a deux parties. Il y a le back-end que vous ne voyez pas et il y a le front-end qui est en général ce que vous visualisez. Et en général c'est pas les mêmes technos, même si c'est possible de le faire avec les mêmes technologies, mais initialement c'est pas les mêmes technos. C'est-à-dire le back-end vous pouvez le développer je sais pas en Java, en Python, en Node.js, en Golang comme vous voulez. Et le front-end, c'est souvent tout ce qui est visuel. Mais aujourd'hui, le front-end, c'est plutôt standard. Sur le web, ça va être souvent des technos autour du JavaScript. C'est JavaScript qui a un peu gagné tout. Donc, ça peut être du Next, ou d'autres langages. Et aussi, c'est du mobile. Ça peut être différent aussi du React Native, du Flutter, ce que vous voulez. Donc, il y a souvent deux parties. Le back-end et le front-end. Et vraiment, ce qui est important dans toute application, vraiment où nous en tant qu'équipe de dev ou en tant qu'agence tech qui se respecte, le plus important c'est le back-end. Une erreur que tu vas faire sur ton back-end, tu peux la payer très cher plus tard parce qu'il ne sera pas évolutif et tu ne pourras pas faire machine arrière. C'est souvent très compliqué. Par contre, ton front-end, tu peux mal le faire, tu peux le changer facilement. Mais le back-end, vraiment, c'est le cœur c'est le réacteur nucléaire en fait de l'application. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment fait de manière très bien faite en fait, parce que derrière une application évolue. Quand le back-end est développé, il faut prendre en compte les considérations d'évolution. Il faut pouvoir modéliser de l'application de telle en sorte qu'elle puisse être évolutive, qu'on puisse le modifier. Parce que je vous dis, le back-end c'est vraiment le cœur de l'application. Un back-end qui est mal fait, vous allez le payer sur le long terme en fait. C'est pour ça qu'il y a des gros projets souvent, vous voyez l'interface est tout moche, qui ne bouge pas et tout.
ou bien vous comprenez pas pourquoi il ne change pas le système, c'est parce que souvent le backend il est mal fait, et des fois quand il y a des clients qui sont déjà onboardés, quand il y a des modèles d'utilisateurs qui sont déjà là, des fois on n'a pas le choix quand le backend est mal fait de devoir tout redévelopper en fait. Et sur le backend, c'est important aussi de choisir une bonne technologie, parce que si vous prenez une technologie que vous seul maîtrisez par exemple, le jour où vous perdez tous vos développeurs, vous allez peut-être avoir du mal à trouver des développeurs qui vont pouvoir s'adapter à cette partie-là. Donc c'est vraiment le cœur du projet. Donc en général, nous, ce qu'on fait, on va se focus sur le back-end, dans la partie développement. On s'arrange, on va être 2-3 pour pouvoir coder la partie back-end et avoir un recul. Donc c'est là où on interagit avec les modèles, où on pourra tester et tout. Et on utilise pas mal de l'application Postman, que vous devez connaître, pour pouvoir tester nos requêtes API, nos back-end et tout ça. Donc une fois que le back-end il est fait, on peut attaquer maintenant le front-end. En général, ça peut se faire en parallèle, mais il faut que le back puisse commencer, parce que le front, il va consommer les éléments du back-end. Et le front-end, vraiment, c'est tout ce qui est visuel. Dans le développement du front-end, de tout ce qui est visuel, il y a une petite partie qui est la conception de l'UX, donc ce qu'on appelle UX, donc c'est tout ce qui est design. Donc ça peut être externalisé ou ça peut être fait en interne, donc ça dépend réellement de vos compétences, quoi. Il y a des développeurs qui sont très bons côté UX en même temps, mais il y en a qui sont pas bons et tout. Donc des fois il y a des métiers, il y a des personnes spécifiques qui ont des compétences de designer, ce qu'on appelle les designers UX, et ils travaillent sur des technos comme Canva. Bon, il y a pas du Canva, mais c'est pas très du côté dev, c'est plutôt du Figma ou ou de l'Adobe XD en fait. Et les développeurs, quand ils reçoivent ça, ils essaient de reproduire ce que le designer a fait. Donc ça, c'est l'étape numéro 4 où il y a le codage. Maintenant, à l'étape 5, voilà, on y est. Vous avez en 1 identifié le besoin du client. En 2, vous avez fait une conception macro de l'application. En 3, vous avez fait la conception détaillée. En 4, vous avez commencé à coder votre back-end. Ensuite, vous avez réalisé le design, vous avez réalisé le front-end, donc développer le front-end de cette application. Donc maintenant, on est à l'étape 5 là, où vous allez commencer à faire des tests. Donc c'est les premiers tests en fait. On va dire que c'est quand vous avez une V0 qui commence à être fonctionnelle. Donc on va commencer donc à faire des tests, valider que voilà, ma fonction, quand je valide le formulaire, ça enregistre bien en base de données avec le timestamp, enfin tout ce qui est important. Quand j'envoie mes mails, ça part bien. Donc là, c'est commence à être des tests unitaires qui sont réalisés. Et ça peut être fait en parallèle avec d'autres développeurs qui peuvent vous organiser, que tel un va tester plus la partie authentification, l'autre va tester la partie sécurité, l'autre va tester la partie emailing, l'autre va passer la partie données. Donc c'est une première phase de test quand on a un logiciel, une V0 qui répond à la première version du cahier des charges en fait. Donc en numéro 6, c'est la phase d'intégration. Donc en général, à ce niveau-là, on peut dire que le travail du développeur pur s'arrête. Bon, ça s'arrête jamais, vrai. On va dire que l'intégration, c'est quand on a une première version qui commence à marcher sur le poste du développeur et qu'on veut pouvoir tester notre application dans des vraies conditions. Donc si c'est une application web, on veut arrêter de la tester en localhost chez nous, on veut pouvoir la tester sur un serveur web, quoi, et pouvoir voir en ligne comment ça se comporte, sachant que ma petite expérience que j'ai eue, dans 80-90% des cas, on trouve toujours des problèmes qu'on n'a pas identifiés en local, quoi. Donc ça peut être des problèmes qui peuvent être liés aux cookies parce qu'il y a le nom de domaine, des problèmes liés au CRSF, ça peut être des problèmes liés à la latence parce qu'on va rajouter d'autres balancers. Donc c'est pour ça que c'est super important de pouvoir rapidement faire une intégration de son application dans des vraies conditions, c'est-à-dire dans un navigateur web, quoi. Donc la phase d'intégration, c'est où on build on build une infrastructure en ligne dans des vraies conditions. Quand on dit en ligne, c'est vraiment dans des conditions réelles en fait. Donc sur une application web, ça va être en ligne. Par contre, c'est pas ouvert aux clients, donc c'est vraiment une version en ligne qui est réservée à l'équipe de développeurs, où les développeurs vont tester. Et c'est à cette étape là qu'on met en place tout le process de ce qu'on appelle de CI/CD. C'est souvent là où l'ingénieur entre guillemets DevOps peut intervenir, parce qu'il va se charger maintenant de pouvoir mettre en place le packaging de l'application. Donc là, à ce niveau, il y a des technologies comme Docker qui interviennent, ou bien GitLab ou Jenkins, tous ces trucs là, où derrière on va pouvoir prendre le code source du développeur,
donc le code source de son back-end, de son front-end. On va packager tout ça dans des images Docker. Dans notre cas, c'est souvent Docker. En jeu, c'est presque la norme. Donc c'est presque devenu un standard de packager ces applications Docker. Mais ça dépend si c'est à l'ancienne avec, ça peut être des zip, voilà. Mais dans le cas de HKTech par exemple, nous, toutes nos images qu'on développe, en fait, nos projets, c'est basé sur du Docker. Parce que derrière, on a des clusters Kubernetes, on a des clusters ECS sur lesquels tournent nos applications. Ça pourrait être l'objet de prochaines vidéos plus tard. Donc, une fois que ça c'est fait, donc il y a le DevOps qui intervient, qui va du coup se charger de faire en sorte que tout le code source du développeur puisse se retrouver en ligne. Et là, c'est un travail qui se fait en corrélation avec les développeurs parce qu'il va peut-être dire j'ai besoin, si l'application doit se connecter à la base de données, si le développeur avait mis en dur les paramètres de la base de données, le développeur a dit bah, en fait il faut que tu externalises tes paramètres de base de données, tu me donnes toute ta config et tout. Donc en général, il y a une config, un fichier externalisé dans lequel on va mettre des valeurs qui sont sur l'environnement en ligne, quoi. Voilà. Donc c'est une étape super importante où on va pouvoir voir notre première version d'application en ligne. Donc c'est la phase d'intégration. Maintenant on est en étape 8 je crois. Donc on a... Non 8 pardon, on est à l'étape 7. Donc on a fini l'intégration, on a buildé toutes nos pipelines de CI/CD. Le développeur, quand il push son application, il peut l'avoir en ligne directement, il peut faire ses tests en ligne et tout. Donc on va dire qu'il a fait ses tests, il a corrigé tous les problèmes spécifiques au fait qu'on soit en ligne. Donc maintenant l'application marche. Comment il se fait donc pour lui le développeur il dit c'est ok, mon application marche en ligne. Donc on a le go. Maintenant comment est-ce qu'on met en ligne en fait? Donc ça c'est la page, la phase de déploiement. Donc le déploiement et tout, c'est là maintenant qu'on va vraiment passer en production. Donc il y a un choix qui va être fait par l'équipe Ops ou DevOps ou SRE, enfin il y a plusieurs termes, pour dire cette application elle va la déployer où. Maintenant ça dépend des standards de chaque application, de chaque entreprise ou de chaque projet et tout. Donc il y a des boîtes qui vont préférer par exemple mettre leur application sur Kubernetes, comme c'est le cas chez nous. Il y a d'autres qui vont préférer de l'ECS, il y a d'autres qui vont préférer des instances EC2. Donc ça c'est vraiment la partie, c'est vraiment une politique en interne qu'a décidé les responsables techniques de l'entreprise pour mettre en ligne. Donc c'est là qu'interviennent souvent des technos comme où il faut avoir des compétences autour de sur l'infrastructure. Donc ça peut être connaître Kubernetes, connaître Linux, tout ce qui est problématique de load balancing, tout ce qui est problématique de performance et tout. Donc il y a un choix en fonction du type d'application pour dimensionner que je veux tel nombre de CPU, tel nombre de RAM et tout pour son application. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, on l'intègre souvent à la pipeline de CI/CD. Et maintenant on décide quand est-ce qu'on déploie. Est-ce que c'est quand on fait un push, un tag? Est-ce que c'est en automatique? Est-ce que c'est manuel? Voilà, nous par exemple chez HKTech pour les premières versions d'application, pour la version en ligne, ce qu'on fait c'est une fois que c'est en ligne, on ne le communique pas forcément au client, mais on va déployer tout en automatique pour pouvoir permettre aussi aux développeurs de pouvoir corriger rapidement des bugs qu'on va pouvoir trouver. Mais il faut se retenir que l'étape 7 c'est vraiment la partie, l'étape où on déploie vraiment en ligne en fait notre travail et on puisse voir notre application en ligne, quoi. Et il y a des contraintes liées au serveur, au choix des technos, à l'infra, etc. Voilà. Donc dans une boîte comme la nôtre, ça se fait toujours en relation avec le développeur, mais on va dire que le responsable et tout, c'est plus la personne responsable, c'est la personne en charge de l'infrastructure de l'application qui est responsable de ça. Voilà. Donc ça c'était pour l'étape 7. Donc on arrive presque à la fin. Donc là le cœur est presque réalisé. Donc l'application en ligne ça marche. On l'a dit au client, on a fait nos tests. Le client maintenant il a son application qui est en ligne. Ça commence à marcher, il a ses premiers clients. Il peut scanner ses photos, ça arrive bien. Il peut envoyer ses notifications, ça arrive bien. Donc il est content. Mais ça s'arrête pas là. J'ai même envie de dire que c'est là que le projet commence réellement. Une fois que la première version en ligne. Parce qu'à ce niveau là vous allez avoir plein de retours. Donc c'est l'étape 8 qui est la phase de maintenance. Et je peux vous garantir, moi ça fait 6-7 ans, on a mis une vingtaine, une trentaine, quarantaine d'applications web qu'on a développées en ligne. Et à chaque fois ça se passe toujours pareil. Une fois que l'application est en ligne, côté client on va s'en rendre compte que en fait il y a telle feature là qui est inutile. Il y a telle feature qu'on a oublié qui est super important. Il y a tel bouton que j'aimerais rajouter. Il y a telle information que je veux rajouter. Il y a tel premier client qui nous dit en fait, tel utilisateur qui nous dit ah je veux pas ça, je veux plutôt comme ça.
Et nous, même côté info, on va se rendre compte que peut-être, ah, le serveur qu'on a mis, il répond pas à la demande, la base de données en fait est crash parce que les requêtes dans le code, il y a des requêtes qui sont mal faites, il faut réoptimiser le code. Donc c'est une phase super importante, une fois que c'est en ligne, où il y a toute la partie maintenance. Et dans la partie maintenance, c'est souvent l'équipe, pareil, DevOps, SRE qui intervient, plus SRE, qui va maintenant s'occuper de pouvoir checker l'application, voir les performances, analyser les logs, centraliser tout, voir les messages d'erreur qu'il y a. Et côté client, c'est le client qui va nous faire des retours sur les changements qu'il aimera avoir sur tel retour. Et c'est là où il peut souvent avoir des conflits, où les conflits souvent arrivent entre le développeur, l'entreprise tech qui a développé, et le client. Parce que si le cahier de charge a été mal fait, a été mal interprété, vous le payez tout de suite. Et c'est souvent 2-3 mois après, quoi, ou selon la fréquence de développement, que vous allez le payer tout de suite parce que le client maintenant peut vous sortir des features qui n'avaient pas été dites ou qui n'ont pas été marquées. Donc c'est pour ça que c'est super important, comme on a dit à l'étape 1, de pouvoir bien analyser les besoins, de vraiment prendre le temps de bien analyser les besoins du client, valider avec lui que c'est bien ça. Parce qu'une fois que c'est en ligne, si par exemple vous a dit des trucs que vous n'avez pas pris en compte, ça va créer des conflits parce qu'il va vous dire mais vous n'avez pas fait ça. Si vous maintenant vous voulez être gentil, vous voulez développer, c'est à votre péril parce que vous allez vous retrouver à développer, faire un travail supplémentaire parce que vous avez mal pris en considération ce qu'il vous avait dit, vous n'avez pas fait attention. Donc c'est pour ça que le cadrage en étape 1 c'est super important. Autrement vous allez le payer une. Et en général cette phase là, en tant que gestionnaire, en tant que personne qui est en relation avec le client, ça peut être souvent assez délicat si ça répond pas aux attentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter en étape 7 à la phase d'intégration d'inclure déjà les clients. Comme ça le client commence à vous faire des retours. Parce que si vous attendez la fin, vous êtes sur en ligne et que ça répond pas à ses besoins, voilà, c'est des conflits assurés et tout. Donc ça c'est la phase de maintenance. Maintenant c'est super important de pouvoir bien mettre votre infra pour pouvoir avoir des messages d'erreur, les logs, débugger. Et honnêtement c'est inévitable. Voilà, c'est un peu la loi de Murphy. C'est un problème qui va toujours arriver. Il y a toujours des problèmes. C'est rare, vraiment c'est super carré. C'est rare que une application elle marche du premier coup. C'est pour ça qu'il y a toujours des V1, V0, V2, V3, V4, V4. Parce qu'à chaque fois il y a toujours des bugs qu'on va identifier, des problèmes. Et ça c'est normal. Faut pas, voilà, que ça vous inquiète plus que ça. Mais c'est comme ça que ça marche derrière en fait. Voilà. Maintenant voilà, vous avez votre projet qui est là, vous avez corrigé les premiers bugs, vos clients le client est plutôt content, il a ses premiers clients qui lui ont fait des retours, vous avez corrigé, vous avez vos logs que vous pouvez suivre, vous avez les métriques, vous avez la supervision, donc vous savez, vous êtes tranquille, vous êtes confort. Maintenant il faut pouvoir documenter, donc c'est une étape qui est malheureusement encore pas prise très à cœur, que ce soit côté client ou que ce soit au côté boîte tech. C'est pour ça qu'il faut, après quand ça marche, il faut documenter tout ce qui a été fait, tout ce qu'il y a de particulier. Par exemple, si vous avez utilisé tel service pour la géolocalisation et que vous avez tel API, tel truc, il faut pouvoir documenter. Donc c'est pour ça que c'est super bien après de pouvoir bien documenter l'application, sur tous les points critiques, les points sensibles qu'il faut avoir en tête. Si vous avez des partenaires externes, il faut pouvoir savoir si par exemple je pense que vous avez une API, vous exploitez une API d'un partenaire qui vous fournit telle information, il faudrait pouvoir documenter ça, comme ça si un jour un service ne marche pas on puisse savoir que hey, c'est peut-être votre token qui est expiré et tout. Donc ça c'est super important de pouvoir documenter, de pouvoir partager. Donc si vous avez fait tout ça, voilà, vous avez développé votre application et vous êtes arrivé au bout. Donc voilà, terminé pour cette après 10-11 étapes pour le développement d'un logiciel. Donc c'est ce que nous on fait chez HKTech. Donc si vous avez besoin de logiciels, vous avez besoin d'applications et que vous hésitez, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et vous avez maintenant toutes les billes, tous les secrets de fabrication des logiciels et d'applications. Donc ça c'est une vision macro. Maintenant après, il faut toujours entrer dans le détail, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc ça, je vous ai donné une vision macro. Vous saurez un peu plus comment fonctionne une agence tech qui développe des logiciels, comment est-ce qu'un produit est arrivé sur le marché. Voilà, grosso modo, comment c'est fait. Et maintenant, ça peut être plus ou moins long selon l'étendue des projets. Donc il y a des projets qui peuvent durer une semaine, d'autres qui peuvent durer un an, voilà, d'autres qui peuvent durer 2 ans. Donc il y a un peu de tout. Donc tout dépend des besoins des clients. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez. Et j'essaierai de vous faire du contenu
comme ça parfois où c'est pas très technique, mais ça me permet de mieux comprendre comment marchent les choses derrière le capot. Allez, merci en tout cas et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.